Kannst du die Trompeten mal mit einstarten? I warn you about my secret. I'm going to expose. I create that to your bodies, to your mind, souls. Don't be alarmed. Nous voici donc avec cette dernière table ronde, la notion importante défi d'entrepreneur. Madame la Présidente, merci d'être avec nous. Monsieur Père, bonsoir, merci d'être avec nous. Nous avons aussi à mes côtés Richard Paget. Voilà, bonsoir Richard, vous aurez la parole tout à l'heure. Et puis Sandro Nardis et deux témoignages de chefs d'entreprise sur cette idée d'entrepreneuriat. Un petit mot, Madame la Présidente, merci d'être avec nous. Juste peut-être déjà un petit mot sur ce qui s'est passé et puis après j'aimerais vous poser une petite question. Écoutez, moi je suis très très heureuse de retrouver cette atmosphère chaleureuse et tonique autour du réseau Entreprendre. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais plus, c'était peut-être vous l'animateur, dire nous avons encore la présidente de région. J'espère que c'est un encore positif. Je crois pas voir ça. Depuis 2008, je suis à vos côtés, aux côtés d'Entreprendre, parce que j'estime que le travail qui est fait est un travail d'une très 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 grande intelligence. C'est un travail efficace, puisque c'est l'expertise de l'entreprise qui est mise au profit de ceux qui entreprennent, mais c'est aussi cet esprit de partage qui est vraiment extrêmement important. Donc je remercie encore tous les animateurs du réseau, le président du réseau. Vraiment, c'est un travail hyper intelligent. Alors, on vient de voir les différents défis économiques portés par les jeunes entrepreneurs. En ce qui concerne la région de Franche-Comté, quels sont pour 2015 et aussi les années à venir les défis économiques peut-être c'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement et je crois qu'il est encore débattu en ce moment, mais notamment dans le contexte de la réforme territoriale. Écoutez, je ne vais pas être très longue parce que la soirée a déjà été longue puis elle est consacrée à ceux qui entreprennent. Nous, au niveau des collectivités, on a à faire le maximum pour que, effectivement, l'entreprise soit accompagnée le mieux possible, le plus possible. Alors, nous avons, nous aussi, nos défis à relever. Nous allons de défi en défi. Cette année, c'est évident que le défi de 2015, c'est à la fois le défi institutionnel, parce que réussir la fusion de deux régions, c'est un travail absolument titanesque. Mais c'est aussi le défi économique. On est dans une période de marasme, de crise, et il faut absolument tout faire pour que quand on sortira de cette crise, tous les outils soient au point. Et si nous avons voulu, le président de la Bourgogne et moi-même, aller de l'avant sur cette Bourgogne-Franche-Comté, c'est d'abord pour une raison économique. Et quand je dis économique, ce n'est pas la raison de faire des économies. C'est une raison valable. Et il y aura des économies forcément, parce qu'à partir du moment où il y aura des mutualisations de moyens, on ira vers des économies et donc vers une économie de la dépense publique, ce qui est important aujourd'hui. Mais le plus important, c'est le soutien à l'activité économique. C'est d'être aux côtés des acteurs économiques de la façon la plus efficace possible. Et nous avions bien vu que nos deux régions avaient atteint un niveau de taille qui ne leur permettait pas d'être efficaces pour être à leur côté. Parce que qu'est-ce que c'est notre travail pour être aux côtés des chefs d'entreprise? Il y a rendre le territoire le plus attractif possible par des réseaux d'infrastructures conséquents. Il y a aussi des investissements en matière de recherche, et j'ai apprécié tout à l'heure que ce jeune chercheur qui est devenu chef d'entreprise remercie la région, parce que c'est un effort de l'ombre, ce travail que nous faisons au niveau de la recherche, mais il est capital, parce que dans les laboratoires se préparent les emplois de demain. Et donc nous devons être aux côtés de l'innovation, aux côtés de la recherche. Donc ça, c'est véritablement des défis à relever, mais qui demandent beaucoup de moyens. En même temps, les jeunes chefs d'entreprise, et notamment les start-up qui sortent de l'université, du domaine de la recherche, ils ont besoin de capitaux, ils ont besoin de fonds propres. Et donc, nous évertuons à constituer des fonds qui sont autant de leviers pour qu'ensuite les banques
puisse agir auprès de ces entreprises. Et donc nous avons, le président de la Chambre de commerce, il faisait allusion tout à l'heure, nous venons de créer, là ces jours-ci, avec la Bourgogne et aussi l'Alsace, un nouveau fonds d'amorçage pour aider des toutes jeunes entreprises à affronter les premiers risques quand elles sortent des procédés de recherche et puis qu'elles ne sont pas encore passées au stade de la production. Donc tout cela demande beaucoup d'argent. Chacun de notre côté, Bourgogne et Franche-Comté, ce n'était pas possible. Nous savons que demain, avec les budgets que nous aurons, nous pourrons avoir davantage accès à des fonds européens, nous pourrons davantage mutualiser nos moyens pour être aux côtés des chefs d'entreprise. Donc le défi institutionnel et économique, il va de pair. Et puis devant nous, c'est un défi énorme, mais qui est aussi le défi de beaucoup de chefs d'entreprise autour de la question de la transition énergétique. Ça, c'est un défi du chef d'entreprise, un défi du citoyen, un défi des collectivités. Nous avons à être beaucoup plus efficaces dans notre façon de consommer l'énergie et puis être de plus en plus efficaces pour produire de l'énergie qui soit de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable. Et là aussi, cela demande énormément d'argent. Et je vais m'arrêter juste un tout petit peu là-dessus. Parce que la Franche-Comté, et c'est vraiment pour illustrer le défi, la Franche-Comté est probablement une des régions, en termes de collectivité, qui a le plus produit d'actions publiques pour favoriser ce travail autour de l'énergie, recherche d'efficacité énergétique. C'est quoi? C'est surtout aider les particuliers, les collectivités, les bailleurs sociaux à construire de façon propre, isolée, ventilée. Et donc d'ailleurs cela permet des créations d'emplois. Donc nous avons beaucoup poussé, donc nous avons mis beaucoup d'argent. Mais les besoins sont d'une telle immensité que ce n'est pas la subvention publique qui va pouvoir à elle seule résoudre les choses. Et il faut que véritablement les banques soient aux côtés des particuliers pour les aider, leur amener des prêts dans des conditions favorables pour que les particuliers se mettent à faire ces travaux qui sont des travaux vertueux. Et le travail de la région a consisté à pousser les banques à produire, à proposer des produits intéressants, et notamment parce que nous, au niveau public, nous amenions les garanties. Et j'en profite parce que je viens de voir la directrice du Crédit Agricole, et le Crédit Agricole suit parfaitement. Donc je veux dire là, sur ce défi à relever de l'efficacité énergétique, eh bien la collectivité, elle a poussé les banques à élaborer des nouveaux produits. Ça, c'est des défis. Donc tous les jours, il y a des défis à relever. Merci pour cette première intervention. Sandro Nardis est avec nous. C'est aussi la première fois qu'il est sur scène avec nous sur une prise de parole concernant les défis d'entrepreneurs. C'est pour ça que je vais déjà vous poser la question. Qui êtes-vous, Sandro, et quelle entreprise représentez-vous? Donc, je m'appelle Sandro Nardis, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 petites filles de 6 et 9 ans. Et donc j'ai rejoint l'entreprise familiale en 1997, après l'obtention d'un diplôme, enfin d'un double diplôme école d'ingénieur, école de commerce. Donc qui est EIMI? EIMI, c'est une société qui étudie, qui réalise et qui assure la maintenance d'installations de génie climatique et d'électricité à destination des professionnels. On est en B2B, on ne fait pas de B2C. Donc nos clients sont des industriels, des collectivités, comme le conseil régional. Et donc voilà qui sommes-nous. Vous rayonnez que Franche-Comté, un peu plus loin? Alors, je vais peut-être faire un tout petit historique sur la société. Donc la société a été créée par un homme il y a 36 ans. Et donc cet homme, il était orphelin de père et mère. Il est venu en France à 16 ans où il a suivi sa sœur pour l'accompagner. C'est votre papa, hein? Et en fait, oui, cet homme, c'est mon père. Et je ne pouvais pas lui faire un clin d'œil et lui rendre hommage ce soir. Donc il est parti de rien, il a créé cette société. Et puis je l'ai rejoint donc en 97. Et aujourd'hui, nous rayonnons sur un peu toute la France, où nous sommes présents à travers 13 sites. Et grâce à nos 480 collaborateurs, nous avons réalisé 82 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Donc nous sommes devenus la 5e entreprise indépendante française sur nos métiers.
Nous, on aime bien que les entrepreneurs aussi nous parlent de leurs défis. Quand on reprend la boîte à papa, enfin la boîte de papa ou je ne sais pas quoi. La boîte à papa. Oui, la boîte à papa, c'est dur. Enfin, il doit y avoir des choses quand même. Il doit y avoir des Alors, freins ou des développements à faire. Oui, je vais vous faire une réponse de Normand, et pourtant, vous l'avez vu, je suis franc-comtois et un peu italien, oui et non. Ce n'est pas dur parce que depuis tout petit, j'ai toujours voulu travailler aux côtés de mon père et faire ce qu'il faisait. J'ai d'ailleurs fait des études en conséquence. Et oui, c'était quand même un défi parce que on est le fils A ou le fils de. Donc on s'était donné une ligne de conduite avec mon père en accord. On s'était dit, tu ne peux pas devenir PDG parce que tu es le fils de. Donc très vite, donc après avoir fait un bref passage chez Valeo, quand je suis rentré dans l'entreprise, j'ai fait les différents métiers dans l'entreprise. J'ai travaillé sur les chantiers, au bureau d'études, puis à des fonctions commerciales, des fonctions organisationnelles puis stratégiques, pour devenir directeur général en 2005, et j'en suis président depuis 2012. Qu'est-ce qui a changé dans votre métier depuis ces dernières années? Beaucoup, enfin, même on répond succinctement. Alors, très rapidement, ce qui a changé dans nos métiers, nous avions une obligation de moyens, on est sur une obligation de résultat aujourd'hui. Un client se moque de savoir comment vous allez faire pour atteindre une température ou un éclairage ou refroidir son process. Ce qui l'intéresse, c'est ce que vous lui avez vendu, vous êtes expert, vous êtes là pour ça, et donc vous devez un résultat. Ce qui a changé aussi, c'est l'évolution des technologies. On parlait tout à l'heure des énergies renouvelables. On a en l'espace de 5 ans multiplié par 5 notre chiffre d'affaires sur ces énergies-là. Donc ça nécessite de la formation et l'usage de ces technologies. Et enfin, je dirais le dernier point qui a changé aussi, enfin qui modifie notre métier, c'est que nos clients nous voient comme des ensembliers aujourd'hui et que réaliser ne suffit plus. Ce que l'on nous demande aujourd'hui, c'est d'innover, de financer. Donc on est sur un métier qui était technique, qui l'est tout le temps, on en a besoin, mais où on doit faire de l'ingénierie financière et de l'ingénierie juridique pour éventuellement s'autofinancer des installations pour les revendre sous forme de loyer par la suite. Donc ce sont les principales mutations de nos métiers. En tant qu'entrepreneur et en tant que manager donc, de la société EIMI, quels sont les grands défis pour l'entreprise et pour vos salariés? Qu'est-ce que vous fixez comme défi à réaliser et à faire au jour le jour? Les principaux défis, il y a déjà un défi environnemental. Comme on le disait, on est sur des technologies propres. La transition énergétique nous y amène et nous y pousse. Donc un de nos défis, c'est de pouvoir s'adapter à ces changements et de pouvoir assurer la formation nécessaire. On consacre 5 fois le budget de formation qui nous est alloué pour pouvoir former nos gens. 5 fois. 5 fois. 5 fois. C'est 80% du CICE, en ce qui nous concerne, que l'on consacre à la formation de nos hommes. Également par le biais de l'apprentissage. On accueille 50 apprentis à peu près chaque année, dont l'objectif est de mettre des tuteurs, de les former, de les amener jusqu'à leur diplôme et bien évidemment de les embaucher. Ça fait en gros 10%, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. C'est ça. Il faut préparer demain. Et puis enfin, le dernier défi que l'on s'est fixé sur le plan sociétal pour demain, on a un certain nombre de collaborateurs qui sont au capital de l'entreprise et on voudrait élargir l'intégration de ces nouveaux entrants pour pouvoir continuer à nous développer. Alors ça, c'est du côté de l'entreprise. Ce sera ma dernière question sur cet entretien. Et vous, personnellement, Sandro, votre défi, si vous en avez? Oui, j'en ai quelques-uns, donc je vais en citer qu'un. Mon principal défi, c'est de continuer à être indépendant. Indépendant parce que, alors non pas pour pérenniser le nom de l'entreprise, ni même assurer la transmission à la génération suivante, puisque comme vous l'avez compris, 6 ans et 9 ans, elles ont encore le temps et elles choisiront. Mais c'est en premier lieu déjà pour mes collaborateurs, parce que sans eux, et quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors certes, nous leur assurons un emploi, un pouvoir d'achat, mais à l'heure où beaucoup de fusions-acquisitions se font, parfois délicates, difficiles, avec des fermetures de sites, on leur doit ça. Donc pour mes collaborateurs, cette indépendance. 2, parce qu'on a la chance d'avoir la santé financière, d'avoir une santé financière solide et de pouvoir continuer de nous développer sans avoir à nous adosser à un grand groupe.
afin de continuer notre développement dans la recherche de nouvelles compétences ou de mailler encore mieux territorialement le paysage français. Et puis enfin 3 pour nos clients, parce que nous avons des clients qui pour certains ont plus de 35 ans d'existence et que notre raisonnement a toujours été de penser global mais d'agir local. C'est notre leitmotiv, pardon. Et à travers cela, je pense qu'on a un métier de service. La proximité et la réactivité sont les maîtres mots. Et je crois que nos clients nous en sont très fidèles et on leur doit pour cela. Est-ce que vous m'avez tout dit? Certainement pas, non. Mais le principal. Merci, Sandro Nardis, avec président de EIMI. À mes côtés, Richard Paget, que l'on va retrouver dans le métro la semaine prochaine. C'est le mail qu'il m'a envoyé ce matin en me disant tiens, l'histoire de chou, on en parlera tout à l'heure. Richard Paget, vous êtes président de Jean-Louis Amiotte, Jean-Louis Amiotte et Morteau Saucisse, c'est ça en gros? Oui, c'est ça. Hein, on peut repréciser parce que peut-être tout le monde ne vous connaît pas. Voilà. Bon, alors si tout le monde connaît Morteau Saucisse en Franche-Comté, j'enchaîne de suite. Bienvenue. Merci. Avant de parler des défis d'aujourd'hui et à venir en ce qui concerne votre management et puis la façon que vous avez d'être au sein de votre entreprise, pourquoi vous dites que dans votre métier, il y a 15 ans, c'était un autre siècle? C'était que il y a 15 ans? Qu'est-ce qui a si changé que ça? Je crois que ça n'a pas changé que pour nous, hein. Le monde a changé. Mais du coup, dans notre entreprise, à l'époque, on était 80 personnes, on n'avait qu'un site. Aujourd'hui, on est 200 personnes, on a 3 sites. On n'avait pas aujourd'hui des logiciels de gestion intégrés. J'avais 20 clients, j'en ai plus que 5. On vend éventuellement la saucisse de Morteau et la saucisse de Montbéliard à la grande distribution. On faisait des produits à notre marque. Aujourd'hui, on est en sous-traitance sur 50% de notre activité sur des marques de distributeurs où la différence, c'est le prix. On a également une vraie différence avec les outils de communication d'aujourd'hui, la publicité comparative. C'est-à-dire que tous les jours, il y a une mise à jour des prix de la saucisse de Morteau partout en France. Ça intéresse personne, mais sauf nos acheteurs. Et du coup, on nous appelle de Paris parce qu'il y a une saucisse de Morteau qui est vendue 10 centimes moins cher à l'autre bout de la France qu'il faut qu'on s'aligne, autrement, ils ne nous commandent pas le lendemain. Bref, des trucs, etc. Il y a aussi la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise qui a changé. Je crois vraiment qu'on a une grosse responsabilité qui, à mon avis, était moins prégnante il y a quelques années. Alors aujourd'hui, votre défi en tant que chef d'entreprise, moi je vous cite en même temps parce que j'ai lu et je me suis dit, est-ce que j'ai bien lu ce que j'ai lu? C'est de faire une entreprise où tous vos collaborateurs sont heureux. Est-ce que c'est le phénomène de la chanson Happy qui a fait ça ou... Ah non, pas du tout. Alors moi je suis pragmatique. Hein. C'est le principal actif de mon entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est quand même incroyable. Je fais des revues de direction, donc depuis le début, j'ai pris la direction de cette entreprise. Ça fait 20 ans que j'y suis, ça fait 15 ans que je la dirige. Et à peu près. Et du coup, on avait des indicateurs qui étaient sympathiques, hein, TRS, taux de panne machine, etc. Et puis les collaborateurs qui sont dessus, comment ils se sentent. On a des indicateurs sur le bien-être, etc. Bah non. Et du coup, si, moi j'en veux, aujourd'hui, c'est une de mes grosses préoccupations, que les gens soient bien dans l'entreprise pour qu'ils puissent évidemment être bien pour travailler et donner le mieux d'eux-mêmes. Alors vous avez 3 mots-clés: confiance, ambiance, transparence, c'est ça? Oui, entre autres, mais oui. Alors, confiance, c'est dans le terme oser. Je crois vraiment, je vous ai dit qu'on est dans un monde qui est en perpétuel changement. Les changements, ils viennent toujours du terrain. Donc dans le mot oser, il y a quelque chose de pire dans la vie que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. Roosevelt, c'est écrit partout dans l'entreprise et on encourage vraiment les gens à oser, à essayer. Après l'ambiance, je pense que pour bien vivre ensemble, ou plutôt pour bien travailler ensemble, il faut bien vivre ensemble. Donc j'encourage beaucoup de choses, à faire la fête, etc. Je multiplie le budget du comité d'entreprise par 2. Tous les jours à la pause, il y a pain, charcuterie, fromage, j'ai dit charcuterie, mais il faut qu'ils mangent beaucoup de saucisses, hein, oui. Et des fruits. Attends. C'est-à-dire que tous les jours, il y a la pause au sein de l'entreprise et c'est l'entreprise qui apporte, qui paye ou qui prend en compte le déjeuner, enfin je sais pas comment on appelle ça. Oui, mais c'est anecdotique, hein. On fait évidemment plein d'autres choses pour l'ambiance. Mais l'ambiance aussi, c'est ce que donne l'entreprise aux salariés. C'est-à-dire qu'on consacre, un peu comme Sandro, 7% de la masse salariale à la formation. C'est la formation sur les savoir-faire fondamentaux, le français, les maths, des choses comme ça, des choses qu'ils peuvent aussi utiliser dans leur quotidien. Et la transparence.
Et ça, je crois que c'est le plus important. Je crois que la transparence, c'est quoi? Il faut que les gens ils savent pourquoi ils viennent au travail. Donc, on a évidemment le cadre de référence de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'on veut faire. Donc, c'est maintenir une entreprise socialement et économiquement viable. Et chez nous, l'argent n'est pas tabou. C'est-à-dire que dans toute l'entreprise, je présente le compte des résultats détaillé, poste par poste, le salaire des cadres, etc. Donc, par masse, hein, je ne suis pas obligé de rentrer dans l'individuel. Mais par contre, sur le résultat final, cette année, on va distribuer 24% de notre résultat, ça fait 700 000 €, ça fait 3 000 € net par personne, hein, on est 190 personnes, voilà, pour les bas salaires. Ça veut dire que ça fait 15 mois de salaire à peu près, parce qu'ils sont à 13 mois. Le reste de cet argent, il y en a une partie qui va au remboursement de mon MBO. Eh ben, c'est important que les gens ils sachent que c'est que l'MBO. Donc, quand ils se lèvent le matin, il y a une partie de l'argent que l'entreprise gagne qui sert à me faire devenir actionnaire et à m'enrichir. Je trouve que c'est normal qu'ils le sachent. Et il y a une partie qui va au CAPEX, etc. Et du coup, c'est totalement transparent. Ça, c'est ce qui se passe actuellement et vous êtes en train de travailler avec toute une équipe de recherche aussi, mais aussi de travail donc sur cette notion de défi pour l'avenir que vous avez baptisé. Alors écoutez bien, mesdames et messieurs, il l'a baptisé Happy Est. Alors, H-A-P-P-I, apostrophe, E-S-T. Ce qui veut dire, je le dis vite et après je le dirai un peu plus lentement, l'homme au cœur de l'amélioration pour la performance industrielle, 3 petits points, et la santé au travail. Puis après, vous avez des lettres à chaque fois. Je reprends. L'homme au cœur de l'amélioration pour la performance industrielle, virgule ou apostrophe, et surtout la santé au travail. Et vous allez nous parler là ce soir d'ergonomie, de lean management, et puis de ce vaste programme avec les objectifs autour. Alors, si je parlais que de ça, ce serait limitatif. En fait, ce n'était pas tellement ça mon idée de départ. Le problème que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des métiers artisanaux et on fait des quantités industrielles. Et on n'a pas les conditions adaptées. C'est-à-dire qu'on crée énormément de pénibilité. On a des TMS, on a des maladies professionnelles, des troubles musculo-squelettiques, etc. Et ça pose plein de soucis pour moi, parce que je ne peux quand même pas accepter que des gens viennent travailler dans l'entreprise et que derrière, qu'ils soient fatigués. Je trouve ça normal, moi aussi. Mais du coup, que derrière, il y a des pénibilités, des accidents de la vie, etc., ce n'est pas tolérable. Et il y a longtemps que je m'inquiète de ce sujet-là. J'ai formé des tuteurs internes sur les gestes et postures. On a fait venir des kinés. Bref. Et dans la convention collective et dans les gens de ma fédération, j'ai jamais trouvé de solution. Si vous voulez, la pénibilité pour eux, dans la convention collective, quand même chez nous, on a une prime de froid. C'est-à-dire, si tu as froid, tu as une prime. Il me semble qu'un manteau puis un bonnet, ce serait mieux. Mais voilà, le bon sens paysan, quand même, par moment, on oublie un peu. Et du coup, par rapport à ça, j'ai réussi à trouver un cabinet, Valais Anciens, etc. Donc la clé, c'est l'ergonomie. Donc on a mis en place un super système, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est les gens de l'entreprise qui travaillent dessus, les gens du terrain pour le terrain. Et on est en train de revoir complètement nos systèmes de fabrication en changeant tout ce qu'il faut pour complètement éliminer la pénibilité. Alors vous allez me dire, c'est utopique, c'est pas possible, etc. Moi, j'ai rien dit. Non, mais si, je vais vous dire, mes collaborateurs, ils m'ont offert des bisounours à Noël, ils ne me croyaient pas. Quand j'avais cette idée-là l'année dernière. Sauf que ça fait 1 an qu'on est dessus. Aujourd'hui, alors comment on fait? On a filmé chaque poste de l'entreprise. Après, on a un logiciel, Clinovea, qui nous permet de séquencer les postes, de mesurer, on mesure les degrés, la répétitivité, etc. Avec ça, on le passe sur un outil roulant qui nous permet de voir la pénibilité, le risque TMS. Et c'est simple, on les supprime, quitte à investir dans les machines, etc., etc. En contrepartie, il faut bien évidemment améliorer la performance. Donc on est sur un système de processus différent aussi, avec des flux tirés ou des flux poussés. Enfin bref, du lean management de base. Merci pour ces précisions. Je crois qu'on pourrait continuer encore à échanger encore longuement. Est-ce que, Richard, vous avez tout dit sur cette notion de défi ? Ah, j'en ai plein d'autres, mais ça viendra. D'accord. J'ai fini mon MBO, donc on va pouvoir passer à autre chose. Très bien. Et je vais inviter Denis Père à bien vouloir prendre la parole. Simplement déjà de ce que vous avez entendu, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez intervenir sur cette notion de défi ? Oui, moi, ce que je viens d'entendre, que j'ai trouvé très frappant par les 2 intervenants qui viennent d'intervenir, de toute évidence, ils dirigent des entreprises qui marchent bien,
dans des secteurs extrêmement différents, hein, le génie climatique, l'alimentaire, l'agroalimentaire de l'autre côté. Et dans les deux cas, on sent des chefs d'entreprise qui sont très très proches de leurs salariés, quoi, et très préoccupés du bien-être et du bonheur de leurs salariés. Et je crois qu'aujourd'hui, une des composantes de la réussite d'une entreprise, c'est ça. Je veux dire, il n'est de richesse que d'hommes, et aujourd'hui, on ne réussit qu'en se préoccupant de ses salariés. Et ce qui est dommage, et ça a été toujours moi mon fil conducteur, moi pendant des années, j'ai cherché à faire que mes salariés soient heureux, responsabilisés, s'épanouissent, viennent au travail le matin avec le sourire, par tous les moyens possibles et imaginables. Et ce qui est dommage, c'est que trop souvent aujourd'hui, l'image qu'on a du chef d'entreprise, c'est que c'est avant tout quelqu'un qui va exploiter ses collaborateurs et qui va réussir contre ses collaborateurs. C'est tellement faux, malheureusement, et c'est une catastrophe nationale. Madame, vous avez raison, oui, c'est vrai. Madame Dufay disait c'est une catastrophe nationale. Et elle a raison, et c'est quelque chose qu'il faut impérativement changer. Et je pense que c'est notre responsabilité aussi de chef d'entreprise que de faire savoir ça, c'est-à-dire de tenir le genre de discours que mes voisins ont tenu en racontant au quotidien ce qu'ils font pour faire que leurs employés s'épanouissent, de la formation bien au-delà des obligations, prendre en compte la pénibilité de façon intelligente. Tout ça, ça donne une image de la réalité de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Réussir simplement avec des machines, tout le monde est capable d'acheter des machines, ensuite il faut les faire fonctionner, et là c'est les hommes qui font la différence, et c'est la façon dont on les traite, c'est le niveau de respect qu'on a en eux, c'est le niveau de confiance qu'on leur accorde, c'est le niveau de formation qu'on leur donne, c'est le niveau de rémunération, c'est le fait qu'on en face des salariés, actionnaires, etc. etc. Et tout ça, c'est la réalité aujourd'hui des entreprises françaises qui réussissent, et ça, il faut le dire haut et fort, et effectivement faire en sorte que cette catastrophe nationale s'arrête, parce que c'est ce qui explique en grande partie le taux de chômage massif qu'on connaît aujourd'hui, parce que quand on considère les chefs d'entreprise comme des salauds, eh bien, on ne les respecte pas, et donc on ne crée pas un environnement qui crée la prospérité. Est-ce qu'on peut... Gardez le micro parce qu'on on s'approche tout doucement de la fin. En ce qui concerne l'avenir, vous qui avez peut-être une vision déjà nationale puis internationale, on l'a vu tout à l'heure. À votre avis, en France, quels sont les grands défis qui attendent les entreprises et les entrepreneurs dans les années à venir, de façon globale ? Le défi qui attendent les entrepreneurs, c'est pour un certain nombre d'entre eux, c'est de réussir dans la mondialisation, qui est toujours un défi pour nous Français. Mais la conviction que j'ai moi, et c'est ce que je dis depuis le lancement d'ailleurs de nous citoyens, c'est qu'on est une surdouée qui s'ignore. C'est que les Français, dans la mondialisation, ils ont absolument tout pour réussir. C'est pas évident au début parce que nous, Français, on est un peu latins, donc on n'est pas toujours très carré, on n'est pas toujours à l'heure au rendez-vous, on parle, on coupe la parole aux autres, et ça, dans les réunions internationales, ça passe pas. Mais on s'adapte vite, et ensuite, on a nos atouts propres qui font la différence. Et nos atouts propres, c'est des choses qui ne s'apprennent pas. Autant être à l'heure à un rendez-vous et pas couper la parole, ça s'apprend. La créativité, ça ne s'apprend pas. Et nous, les Français, on est extrêmement créatifs. On a une capacité à avoir des idées avant les autres, à les mettre en œuvre avant les autres. Et ça, dans un monde qui change très vite et dans lequel il y a des défis considérables et des opportunités de fait considérables. On parlait effectivement tout à l'heure de la transition énergétique. C'est des opportunités considérables dans de très nombreuses industries. Il faut réinventer le bâtiment, il faut réinventer l'automobile, il faut réinventer la production énergétique, il faut réinventer des tas de choses qui sont au cœur de nos industries. Et nous, Français, on a absolument tout pour réussir dans ce domaine-là. Il y a bien sûr aussi la révolution numérique que je connais par cœur, sur laquelle j'ai surfé pendant 20 ans. Et donc tout ça, c'est des opportunités absolument extraordinaires pour nous, Français. Et puis on a en plus un esprit cartésien, une capacité à réfléchir dans l'abstrait, qui est aussi très spectaculaire. Moi, je l'ai beaucoup vécu dans des réunions internationales, souvent dans des réunions compliquées où on parle de sujets complexes.
le Français, c'est le premier qui voit la lumière. C'est celui qui voit la lumière avant les autres. Parce qu'il est capable, avec son esprit de synthèse, d'agréger des informations éparses et compliquées, et il va voir la lumière avant tous les autres. Et ça aussi, c'est un atout énorme. Ça permet de concevoir des produits et des services à très forte valeur ajoutée, de les vendre très très cher aux quatre coins du monde. Et puis en plus, les Français sont des bosseurs. On a réussi à se créer la réputation d'un pays de cossards avec les 35 heures, en les créant, en les maintenant. C'est pas vrai. Les Français sont des bosseurs. Moi, j'ai eu sous ma responsabilité des gens issus de tous les grands pays du monde, des Américains, des Allemands, des Anglais, des Hollandais. À 6 heures du soir, tout le monde était parti. Les Français, très souvent, à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures du soir, je devais dire à certains de mes collaborateurs, peut-être parce qu'on crée un environnement où les gens étaient contents, heureux et s'épanouissaient, mais je devais leur dire, écoute, il faut quand même que tu rentres chez toi, c'est sympa de bosser pour nous, mais c'est quand même bien que tu aies une autre vie à côté. Et ça, je ne l'ai jamais fait avec des non-Français. Donc, quand on est dans un environnement motivant, parce que si l'environnement n'est pas motivant, il y a beaucoup d'absentéisme et c'est normal. Comme dans certaines administrations, je ne sais pas, de Franche-Comté, probablement pas, mais dans certaines administrations, il y a des taux d'absentéisme colossaux. Conseil général du Nord-Pas-de-Calais, 65 jours d'absentéisme par employé et par an quand même, 65 jours. Mais parce que le management n'est pas là, on ne motive pas les gens. Donc quand on est motivé, nous Français, on est capable de donner le meilleur de nous-mêmes et on est capable de travailler très très dur. Donc on a absolument tout pour réussir dans la mondialisation, puis on a en plus autre chose, on a en plus une marque qui fait rêver le monde entier. En arrivant à Dole tout à l'heure, je me suis fait la réflexion, je ne connaissais pas la ville, mais où qu'on aille en France, on est absolument stupéfait par la beauté du pays. La ville est magnifique et où que vous alliez en France, vous tombez sur un patrimoine exceptionnel et ça fait rêver le monde entier. Quand vous parlez de la France à des étrangers, ils ont les yeux qui brillent et puis en plus aujourd'hui vous avez des classes moyennes qui émergent un peu partout, au Brésil, en Chine, en Russie, qui ont les moyens de se payer un morceau de France sous la forme d'un voyage à Dole, mais aussi en achetant du vin, des parfums, des chaussures, etc. Ou des saucisses de Morteau. Et donc ça c'est un patrimoine exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette chance-là. Il y a l'Italie qui a ce patrimoine-là aussi, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui font rêver le monde de cette manière-là. Et donc, quand on a tout ça, c'est pas normal qu'on n'ait pas une réussite à la Suisse. Qu'est-ce qu'ils ont les Suisses pour faire rêver le monde à part le chocolat et les vaches laitières? Ils n'ont pas grand-chose. On a beaucoup plus qu'eux, donc c'est pas normal qu'on ait des taux de chômage pareils. Voilà. Oui. Ce sera aussi ma dernière question, mais néanmoins, malgré cet optimisme dont vous faites preuve ce soir, est-ce qu'au final, on va s'en sortir ? Évidemment qu'on va s'en sortir, on est un peuple intelligent, c'est ce que j'avais répondu à cette dame qui me questionnait une fois là-dessus. Moi je suis convaincu qu'on va s'en sortir, ça va peut-être tanguer parfois, ça va peut-être pas marcher tout de suite, mais on va forcément s'en sortir. La France est un peuple intelligent qui s'est sorti de toutes les situations difficiles, des situations bien plus difficiles. Rappelez-vous en 1939, heureusement il y a un certain nombre de Français qui se sont levés, il y en a un qui a appelé les autres à se lever depuis Londres, il y a pas mal de gens qui ont répondu et puis quelques années plus tard on connaissait les 30 Glorieuses, donc tout est possible, bien sûr, on va y arriver, bien sûr. Merci, c'était Denis Père pour cette intervention. Je souhaiterais, Madame la Présidente, que vous ayez le mot de la fin, donc je vais demander à Sandro et à Richard si vous souhaitez dire un petit mot. Non, restez avec nous. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot ou pas? Non, c'est bien. Sandro? Oui. Et puis après, je vous laisserai la parole. Comme à chaque soirée des entrepreneurs, c'est tout le temps des moments passionnants, intéressants. Et j'ai retenu 4 points communs à travers les différentes discussions que les jeunes lauréats ont pu avoir, Denis Père, Madame la Présidente ou Richard. Je dirais que pour un manager, quel qu'il soit, qu'il soit chef d'entreprise, qui dirige un service ou qui dirige un centre de profit, je crois que dans la vie, il faut être passionné par ce que l'on fait. Il faut avoir de l'écoute et du dialogue avec ses collaborateurs. Il faut faire preuve d'humilité. Et puis surtout, et bien évidemment, comme Denis Père le disait, de l'optimisme. Et pour reprendre ce que disait le jeune de la société Weekly Daily, je crois, c'est effectivement c'est Winston Churchill qui disait un pessimiste, à chaque opportunité, il voit une difficulté. Mais un optimiste, à chaque difficulté, il voit une opportunité. Donc, choisissez bien la catégorie dans laquelle vous êtes. Merci, Sandro Nardis. Eh bien, non, mais je vous en prie, Madame la Présidente, Madame Dufeu, si vous voulez dire un petit mot. Pour clôturer, je voudrais déjà d'abord dire un immense bravo à tous les lauréats de la soirée. Je redis un immense bravo au réseau Entreprendre. Et puis,
une des valeurs sur lesquelles est fondé le travail du réseau Entreprendre, je le disais tout à l'heure, c'est cette valeur de partage et de confiance. Et ce qui manque à notre pays aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est effectivement d'avoir confiance en soi, confiance en ses talents. Moi, le discours que je tiens comme présidente de région, c'est que nous, en région, je parle de la Franche-Comté, nous avons tous les talents pour nous en sortir. Et si je reviens sur le domaine économique, les défis de l'énergie, les défis des mobilités, les défis de la santé, on a tout qui se fabrique dans nos laboratoires aujourd'hui. Et on n'arrive pas à avoir confiance en soi. Donc c'est un vrai problème et il faut absolument que l'on soit fier de nos talents. Alors vous disiez que les chefs d'entreprise étaient mal vus. Moi je dis que c'est une catastrophe nationale. Mais il y a pire que les chefs d'entreprise pour être mal vus. Il y a les hommes et les femmes politiques. Ou alors c'est à peu près pareil. Hein. et ça aussi, c'est un problème. Alors dans notre système politique, il y a plein de choses à revoir. Il y a des mœurs politiques absolument à revoir. Il y a tout un système effectivement qui doit être revu. C'est vrai. Mais n'empêche que l'essentiel des hommes et des femmes politiques, ils travaillent pour l'intérêt général. Ils se dévouent pour cela, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local. Et en même temps, c'est pas perçu, mal perçu, alors que c'est ça, le but même de l'engagement politique, c'est d'être au service de l'intérêt général et de mettre en place toutes les politiques nécessaires pour que cet intérêt général triomphe, pour que l'accompagnement économique soit là, pour qu'on puisse conjuguer développement économique et développement social dans notre pays. Donc, ce que je souhaite, c'est que nous ayons davantage confiance tous en nos forces, parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Et en tout cas, la force du réseau Entreprendre, elle est là. Merci encore à vous tous. Merci Madame la Présidente, merci Denis Père, merci Sandro Nardis, merci Richard Paget, vous.